Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui devrait plaire à tous les fans de la série Indiana Jones. Après avoir vu les commentaires de la dernière vidéo, un sujet a été proposé, un sujet d'une histoire autour de crânes de cristal. Et il s'est avéré que c'était un sujet qui m'avait intéressé par le passé et du coup je pouvais pas passer à côté, j'étais obligé de vous en faire une vidéo parce que c'est quand même un sujet très énigmatique. D'après des estimations, ces crânes pourraient avoir jusqu'à 5000 ans. Il en existerait 13 et ils contiendraient des secrets sur l'humanité et sur les mystères de la vie dans l'univers. La légende raconte que ce serait l'héritage des Itza. Et aujourd'hui, ils seraient dispersés aux quatre coins du monde. Mais si les 13 étaient retrouvés et regroupés, cela laisserait place à la révélation de plusieurs secrets. La légende prend départ sur des choses très anciennes. On parle ici d'Atlantide, mais on parle aussi de Lémurie. Alors, la Lémurie, ce serait un hypothétique continent qui aurait pu exister par le passé. Le fait est qu'aujourd'hui, on est pratiquement sûr que c'est pas possible. Ça veut dire qu'aujourd'hui, concrètement, on n'a pas énormément d'infos sur leur origine exacte. Ce que l'on sait par contre, c'est qu'ils ont été confiés du coup aux Mayas et aux Aztèques qui se sont occupés de les disperser dans le monde entier. Oui, parce que quand quelque chose contient des secrets sur l'humanité et l'histoire de la vie dans l'univers, bien entendu, il faut pas que ça tombe dans des mauvaises mains. La légende ne s'arrête pas du tout ici, on viendrait avoir d'autres infos, notamment des personnes en présence de ces fameux crânes pourraient entendre des chants ou des paroles. Mais il pourrait aussi avoir des visions, du passé ou du futur, ce qui nous indique que ces crânes auraient réellement des pouvoirs. Et pour vous dire à quel point mes mots ne sont pas surestimés, il y a même des gens qui auraient guéri de certaines maladies comme le cancer par exemple. Certaines personnes écrivent même concernant ces crânes qu'elles fonctionneraient comme un gigantesque ordinateur par la mémoire qu'ils peuvent avoir. C'est-à-dire qu'ils contiendraient des souvenirs depuis la nuit des temps. Bon, jusque là on est d'accord, c'est un mythe qui fait rêver. C'est un mythe qui est intéressant et qui clairement s'inscrit dans une des histoires de Indiana Jones. D'ailleurs, il paraîtrait que le film avec le crâne de cristal serait inspiré de cette légende. Tout ce mythe en fait, il va démarrer avec un explorateur du nom de Mitchell Edge, qui lui va avoir inspiré notamment le personnage d'Indiana Jones. Vous voyez, on fait le lien tout au fil de cette vidéo avec Indiana Jones. Quoi qu'il en soit, lors d'une expédition en 1924, il ramènera un artefact, une relique, qui sera connue sous le nom de crâne de cristal. Mais ce n'est que plusieurs dizaines d'années après leur retour que sa fille, prétendument avec lui lors de ces expéditions-là, va annoncer avoir trouvé ce crâne de cristal sur le site aztèque de Lubatun. Histoire que vous puissiez vous repérer dans toute la vidéo, Anna, c'est le nom de la fille de Mitchell Edge. Et elle, du coup, en fait, elle va nous raconter une partie de son histoire, notamment cette expédition à Lubatun, où elle aura vu en haut d'une grande pyramide une chambre avec un objet qui reflétait la lumière. Et comme ça a attiré son œil, elle a été voir, et ils ont remarqué qu'il y avait bien une chambre en haut de cette pyramide, avec quelque chose certainement à l'intérieur. Il faut que ça reflétait beaucoup de lumière, il n'y avait pas tellement de choix. Ils auront mis près de 3 semaines pour ouvrir la chambre et c'est là qu'elle tombera sur ce fameux crâne de cristal, qui sera donc le premier. Leur retour en Angleterre se fera bien plus tard, en 1927, et forcément le crâne de cristal est dans les valises. Mais que ce soit lors de l'expédition ou lors de leur retour, personne n'entend parler de ce crâne. Ils n'en parlent à absolument personne, ni journaliste, ni antiquaire, ni musée, ni rien. C'est quelque chose qu'ils gardent secret entre eux jusqu'au décès de son père, qui va survenir après 1954. Et c'est là que du coup Anna va commencer à réfléchir et à parler de cet objet de manière à pouvoir le mettre aux enchères. Depuis le départ, je vous raconte que cette histoire démarre de Mitchell Edge et de sa fille Anna avec leur fameux premier crâne retrouvé. Le fait est que c'est pas tout à fait le cas. Plus on fait des recherches sur ce sujet, plus on va trouver des infos un petit peu différentes, notamment avec deux autres crânes trouvés précédemment. Un de 1878 donné du coup au Musée de l'Homme de Paris et l'autre de 1898 donné au British Museum. Ces deux crânes-là seraient également aztèques d'ailleurs. Mais le crâne que Anna veut vendre, avec l'histoire qui vient avec, va forcément faire parler au niveau des journalistes et va surtout donner envie à une enquêtrice du British Museum de mener des enquêtes sur leur fameux crâne. Le docteur Janelle Walsh va commencer par faire des études sur le crâne du British Museum. Pourquoi? Parce qu'elle va simplement se rendre compte que celui du British Museum et celui du coup du Musée de l'Homme de Paris arrivent sensiblement à la même époque. Mais l'une des choses qu'elle va découvrir, c'est que les deux objets ont été vendus ou donnés par un seul et même homme, un antiquaire parisien appelé Eugène Boban. Comme vous et moi, si elle mène l'enquête, elle demande d'abord à des spécialistes. En tout cas, j'espère que vous le faites aussi, c'est quand même important et intéressant. Quoi qu'il en soit, elle se rend compte d'une chose qui est très importante, ces deux crânes ont des lignes super droites. Et a priori, le seul outil pour pouvoir faire ça, c'est une pointe en diamant industriel qui peut permettre du coup de venir polir pour avoir un rendu presque parfait. Sauf que cette technologie, elle date du 19e siècle. Et donc impossible que ce soit des crânes aztèques qui datent de 5000 ans. Et là, normalement, vous êtes censé me dire, oui, mais peut-être qu'à l'époque, ils avaient des outils dont on n'a pas connaissance aujourd'hui. Peut-être qu'ils avaient un savoir qui s'est perdu, qui a été oublié, et du coup, ils étaient plus intelligents que ce que l'on peut croire, et du coup, capables de faire des meilleures choses.
et potentiellement des lignes très droites sur un crâne de cristal. Alors non, parce qu'ils font leur expertise en se basant sur un ancien bol en cristal, qui a été taillé lui également dans un seul bloc, tout comme les crânes, et qui va du coup avoir des stigmates de la création et de l'artisanat de ce fameux bol. Ces stigmates, c'est notamment le fait qu'il y ait des irrégularités, et c'est assez logique, et c'est déjà mais complètement aberrant pour l'époque qu'ils aient réussi à faire quelque chose d'aussi beau et d'aussi propre. Néanmoins, c'est pas net comme pouvaient l'être les crânes de cristal qu'on a découverts du coup en 78 et en 98. Bon, et plus tard, l'enquête menée à bout, on se rend compte que l'antiquaire a simplement passé commande à un artisan allemand pour pouvoir faire ses crânes de cristal. Jusqu'à présent, là, on est à peu près sûr que ceux-là, ce sont des faux. Mais par contre, qu'est-ce qu'il en est du fameux crâne de Anna? Qu'est-ce qu'il en est de ce crâne qui apparaît bien plus tard? Et là, déjà, rien que pour vous donner une pré-idée, je vais vous citer un spécialiste qui donne son avis sur cette histoire. Rien ne prouve que le crâne se soit trouvé à proximité de Lubatun. On n'y a retrouvé aucun autre objet du même type, l'histoire de Mitchell Hedge est impossible à prouver et contredit tout ce que nous savons. Bon, comme je vous ai dit, ça vous met au parfum, notamment sur le fait que Mitchell Hedge va écrire une autobiographie à la fin de sa vie. Et dans cette autobiographie, il ne parlera jamais d'une découverte telle que celle-ci. Effectivement, il a bien été sur ce site-là, il a bien mené des recherches là-bas, il a fait des très grandes choses, c'est pas le problème, c'était un bon archéologue. Seulement, il n'a jamais retrouvé de crâne de cristal là-bas. En tout cas, il n'en a jamais parlé. C'est pas tout. Plus tard, on trouvera des notes que son père aura laissées. Et son père a toujours été assez clair sur ce qu'il pouvait raconter. Sa fille ne l'a jamais accompagné sur des fouilles. Elle n'a jamais été avec lui à Lubatun, ni même autre part. Du coup, moi, il y a quand même un truc qui me vient en tête. D'où vient ce crâne? Est-ce que c'est encore le même prestataire artisan allemand? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'ils ont retrouvé plus tard? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont acheté? Mais d'où il vient? Pour ça, il faut du coup analyser ce crâne. Et ce sera le cas deux fois. Une première fois en 1970, et là les experts sont dubitatifs. Ils ne savent pas réellement si c'est juste un coup de chance et que le crâne est authentique, mais qu'il est super bien fait à la perfection, etc. Ou alors s'il a vraiment été poli quelque part. Ils n'arrivent pas encore à le savoir, ni même à le voir. Par conséquent, c'est mis de côté et ça laisse un mystère. Sauf qu'en 2008, une nouvelle analyse va être faite, plus précise avec de meilleurs instruments cette fois, et on va observer un fin, du coup, polissage au niveau des dents du crâne. Ce qui veut bien dire que, encore une fois, c'est une production artisanale. Super bien faite, certes. Bon, la question de savoir qui a fait ce crâne, ça, je sais pas y répondre. Par contre, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir pourquoi est-ce que Anna aurait eu intérêt à mentir. D'après des sites qui nous renseignent sur cette histoire, ça viendrait simplement d'un point de vue financier. À la mort de son père, Anna n'aurait absolument plus eu les moyens nécessaires pour pouvoir subvenir à sa vie tout simplement, et donc elle aurait trouvé uniquement ce petit coup de magie, ce petit coup de pub pour réussir à vendre un crâne et pouvoir avoir de l'argent. Donc finalement elle aurait passé une commande et après elle l'aurait vendu avec une plus-value de manière à pouvoir avoir un peu de côté. Globalement c'est ce que l'on en comprend. Maintenant ce qu'il faut savoir c'est que sur ces 13 crânes il y en a 12 qui ont été révélés. Sur ces 12, il y a notamment celui d'Anna, celui de 1878 et celui de 1898. Ça veut dire qu'il y en a déjà au moins 3 de faux. En réalité, il y en a plus que ça. En réalité, il y en a 9 de faux et 3 dont aujourd'hui on est pratiquement sûr de l'authenticité. Ce qui veut dire que le rêve autour de ce mystère est encore possible. Mais restez vigilants tout de même, on en dit beaucoup de choses, il y a aussi beaucoup de bêtises qui sortent. Alors bon, faites attention, pesez le pour et le contre avant de croire tout et n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'il y a 3 crânes qui ont l'air plutôt authentiques, même si on comprend pas vraiment pourquoi les Aztèques et les Mayas auraient développé des crânes. Bon, ça c'est vrai. C'est normalement pas à l'origine de leur culte, peut-être que c'était pour un autre peuple qui d'abord travaillait au niveau de la lithothérapie. La lithothérapie, ce serait un petit peu l'énergie des pierres, si je peux vulgariser ça de cette manière-là. Même si ça reste une croyance personnelle pour chacun aujourd'hui et que c'est quelque chose qui est en plein débat. Je dis pas que la lithothérapie c'est quelque chose qui fonctionne ou autre, on a chacun notre avis personnel, mais néanmoins, peut-être que ça aurait une vertu lithothérapique. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils avaient ces crânes? On sait pas. Bon, j'imagine que vous voulez quand même savoir ce que je pense des pouvoirs, c'est-à-dire pourquoi est-ce que certains verraient des images, pourquoi est-ce que d'autres entendraient des sons, pourquoi est-ce que d'autres seraient guéris. En fait, je pense que ça, c'est tout simplement dû à de la psychologie et que ça peut s'expliquer très rationnellement via du coup des principes de psychologie. Pour moi, il n'y a pas vraiment de légende autour d'un fameux crâne qui pourrait guérir. Ça me paraîtrait quand même assez bizarre. Une dernière chose, je voudrais pas à mes dépens vous diffuser une fausse information. Il y a quelque chose qui se remarque très rapidement quand on commence à s'intéresser à ce sujet. Ils font souvent le mélange des Aztèques et des Mayas. Alors, il faut quand même bien séparer les deux. Les Mayas et les Aztèques, certes, sont dans une région du monde qui a l'air d'être la même, néanmoins, ce sont deux peuples différents, d'accord? Ils n'ont pas la même histoire, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a des différences et ce n'est pas le même peuple. Voilà, c'est tout ce que j'avais ajouté comme précision. Je me dois quand même d'être un peu tatillon sur ce point-là, parce que je voudrais pas vous faire croire l'inverse. En tout cas, moi j'aimerais beaucoup savoir ce que vous pouvez penser de cette histoire. Moi, elle m'a fasciné pendant des années avant que je l'oublie complètement et que je me remette dedans aujourd'hui. Donc j'aimerais savoir ce que vous pouvez en penser et si d'après vous, il y a réellement un mythe et une légende autour de ces fameux 13 crânes, si on en retrouve 13 authentiques ou pas. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la partager, à la commenter et à la liker. Ça me donne un soutien mais énorme, vous imaginez même pas, surtout les commentaires et les partages, ça c'est un truc de dingue. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, à la prochaine.